Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à vous, Youssef Indy. Bonjour Jean-Michel Vernochet. Nous sommes heureux, au sens vrai du terme, pour vous accueillir. Toute petite annonce au préalable. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous se sont déjà portés acquéreurs du livre de Marion Sigaud, Les droits sexuels et la destruction de la famille. Eh bien, nous vous encourageons effectivement à poursuivre cet effort et à soutenir les intellectuels, les auteurs, les chercheurs qui cherchent et qui trouvent, qui grattent la surface du mensonge et qui mettent à nu les plaies béantes et purulentes de notre société. C'est d'ailleurs au même titre que nous invitons Youssef Indy, qui n'est pas encore au deuxième tome de Occident et Islam, ça ne saurait venir d'ici quelques mois, mais qui en attendant s'est livré à un exercice, à mon avis, on ne peut plus utile, surtout dans la période actuelle, celle des grandes échéances électorales et du renouvellement, espérons-le, au moins partiel, de notre classe politique, je n'ai pas dit de notre classe dirigeante. Youssef Indy, donc, s'est penché sur la religion de la République, qui serait la laïcité, dixit d'ailleurs M. Peillon, et d'ici quelques jours, et nous vous encourageons à aller sur le site des éditions Sigeste, s'affiche le lien en incrustation qui vous permettra d'avoir d'acheter ce petit livre, mais qui remonte aux racines de cette religion, puisque la laïcité, on pourrait croire que c'est une neutralité, et en fait, c'est véritablement plus même qu'une religion, on va dire une mystique. Oui. Youssef Indy, à vous. Alors déjà, le titre du livre est parlant, donc je vais le donner. C'est La mystique de la laïcité, et en sous-titre Généalogie de la religion de la République, généalogie de la religion républicaine, de Junius Frey à Vincent Peillon. En fait, ce que j'ai voulu faire, c'est un travail assez inédit, dans le sens où j'ai voulu analyser l'histoire de la République comme un historien des religions, puisque, comme on le sait, toute l'histoire politique de l'humanité est sous-tendue par la religion, les civilisations, les croyances, des idéologies, les croyances collectives. Et ce qui m'a interpellé ces dernières années, c'était cette récurrence chez les laïcards, les républicains, de vouloir relancer le projet de refondation de la République, c'est-à-dire une 6e République, renforcement de la loi de 1905, et ainsi de suite. Et ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre-là, c'est que cette obsession de refondation de la République est en réalité la réaction des gardiens du temple qui voient leur religion s'effondrer et qui essayent de la redresser, puisque comme l'explique très bien Vincent Peillon, il s'agit, depuis le début de la Révolution française, de détruire le catholicisme, mais de fonder une nouvelle religion pour sous-tendre le régime républicain. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la République ne peut pas survivre sans une religion, et j'explique dans mon livre que cette religion composite, cette mystique, n'a jamais pu prendre pied sur l'histoire de France, dans l'histoire de France, et c'est comme un corps étranger qu'on essaie de greffer au peuple de France et qui ne prend pas la greffe ne prend pas. Donc ça, c'est la première des choses. Alors, juste une petite incidente, pour vous permettre, cher Youssef, de reprendre le souffle, parce que nous ne sommes ni à TF1 ni à BFM, et il ne s'agit pas simplement de vous tenir le crachoir pour que vous nous fassiez un long monologue, au contraire. Il s'agit de creuser et d'approfondir cette question qui est peu vue et qui est absolument fondamentale. Alors, vous allez nous dire... vous allez revenir en arrière, nous dire qui était Junius Frey, voir aussi que cette religion vient de très loin, qu'elle se greffe sur un héritage, un patrimoine intellectuel, théologique, eschatologique, tout à fait important, et que comprendre, vous avez dit une chose essentielle, c'est que la République ne saurait se passer de croyance. L'idéologie, c'est une version donc
actualisée, moderne, de la foi religieuse. Et d'ailleurs, si on se souvient bien, M. Robespierre, Maximilien Robespierre, le grand tueur, le grand exécuteur, lui-même avait voulu fonder une religion de la raison. Vous allez nous dire aussi qui est Robespierre, parce que je pense qu'il touchait de près à Junius Frey. Alors, Junius Frey est un personnage tout à fait intéressant, important et très peu connu. Junius Frey, en fait, son vrai nom, c'est Moses Dobruschka, alias Franz Thomas von Schoenfeld, alias Junius Frey. C'est le petit cousin de Jacob Frank. Jacob Frank, j'en ai déjà parlé, c'est le faux messie qui s'est pris pour la réincarnation de Sabbatai Tzvi, qui s'est faussement converti au catholicisme, lui et les siens, et qui ont pénétré les grands de la haute noblesse, aristocratie européenne. Et son petit cousin, Moses Dobruschka, fait partie de ces juifs faussement convertis au catholicisme, puis anobli. Il a été anobli par l'empereur d'Autriche Joseph II. Donc c'était un noble extrêmement riche, c'était le fils d'un homme d'affaires important, et c'était un littéraire. Donc il a reçu, étant enfant, une formation classique juive, c'est-à-dire enseignement thoraïque, talmudique, et en parallèle il a reçu un enseignement secret sabbataïste. Donc c'était un jeune homme très bien formé, qui maîtrisait l'hébreu, l'araméen, ainsi de suite. Et lorsqu'il devient adulte, il se lance dans une sorte de carrière littéraire, qui maîtrise parfaitement la littérature française, surtout des Lumières, Voltaire, Rousseau. Et il va, lorsque la Révolution française se déclenche, immédiatement écrire des textes en faveur de la Révolution française, et lui-même entrer en France par Strasbourg, intégrer le club des Jacobins, et il va devenir un Jacobin dominant. C'est Gershom Scholem qui le dit, vraiment un Jacobin dominant, et il va écrire un pamphlet contre les Feuillants, c'est un groupe dissident des Jacobins, et il va surtout écrire un traité théologico-politique pour asseoir la République, c'est-à-dire qu'il va développer toute une pensée structurée où il va articuler la philosophie des Lumières à la cabale franquiste. C'est très important de comprendre ça. Et ce traité théologico-politique va pénétrer les milieux révolutionnaires, donc jacobins. Il faut savoir que le club des Jacobins est le club directeur de la Révolution française, et d'ailleurs un certain nombre de penseurs du 19e siècle, comme Pierre Leroux, diront que c'est l'église de la République. Ce sont véritablement les théologiens, on va dire, de la République. Et ce Junius Frey est suspecté par Robespierre, parce que Junius Frey arrive en France en 1792, il acquiert la nationalité française dans la foulée, et il va marier sa sœur, une de ses sœurs, à François Chabot, un jacobin important. Et alors pour la petite anecdote, le vrai nom de sa sœur, c'est Esther, tout un symbole. Vous avez mauvais esprit, je sais. Oui, quand même. Et en fait, il va monter sur les chapeaux avec Danton Chabot, donc ce Junius Frey, et ils seront exécutés par Robespierre en 1794. Alors maintenant, cette religion, qu'est-ce qu'elle est? En fait, la religion de la République va commencer à se formaliser, se former tout au long du 19e siècle, et arriver à maturation à la fin du 19e siècle. Mais ce que je montre dans mon ouvrage, en me basant aussi sur les écrits de Junius Frey, c'est que cette religion composite est un mélange d'illuminisme, de kabbale et prétendument de protestantisme. Alors moi je parle très peu de protestantisme dans mon ouvrage, puisque les protestants républicains du 19e siècle ne vont pas essayer, enfin ils vont essayer dans un premier temps d'adapter le protestantisme en France, faire des vagues de conversion, ça ne fonctionne pas. Le protestantisme est un corps étranger en France, il ne peut pas coller au peuple de France, à la culture française. Donc ils vont imposer une religion que j'appelle un néo-christianisme kabbalistique. Pour le comprendre, il faut remonter au Moyen-Âge, et là je fais la genèse de la Kabbale chrétienne, en partant du XIIIe siècle et en m'arrêtant tout particulièrement au XVe siècle. Alors, Youssef, on laisse nos lecteurs, vos lecteurs, remonter dans le temps, au moins pour cette partie. Nous avons parlé de Robespierre
qui va faire exécuter, guillotiner Junius Frey, Danton et ses copains un peu mous. Pour la petite histoire, je rappellerai que, puisque nous sommes en 1917, donc au 100e anniversaire des deux révolutions... Nous sommes en 2017. Oui. 2017, le 100e anniversaire des deux révolutions de Russie, il ne faut pas dire des révolutions russes, puisque la seconde n'est pas vraiment une révolution russe, mais une révolution en Russie, et que Lénine prenait pour pseudonyme Frey. Vous ne le saviez pas. Je vous l'avais dit. Je l'avais dit. Bon. Alors, ce qui, sans brûler les étapes, ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que vous allez, votre sous-titre, le sous-titre de votre ouvrage, fait la liaison entre Frey et Vincent Peillon. Oui. Alors, comment retracer le parcours entre ces deux hommes, et notamment le parcours intellectuel? Alors, déjà, Vincent Peillon, il faut savoir que c'est un spécialiste de l'histoire de la République, la religion de la laïcité. Il a écrit des ouvrages sur le sujet, dont un très important qui s'appelle Une religion pour la République. Donc, au départ, c'est un chercheur avant d'être un homme politique. Mais Vincent Peillon, ce qu'il essaye de faire, dans la continuité de ses penseurs républicains, il ne parle pas de Frey, il l'occulte complètement. On ne trouve pas Junius Frey dans ses écrits. Intéressant. Oui. C'est certainement une coïncidence. Très certainement. Et donc Vincent Peillon, lui, ce qu'il essaie de faire, c'est c'est un initié, c'est ce que j'appelle un initié qui comprend que la République ne peut pas survivre si on ne régénère pas sa religion. Alors ce qu'il essaye lui de faire, c'est justement de régénérer cette religion de la République pour sauver la République, puisque lorsqu'on survole l'histoire de la République française depuis la Révolution, on voit qu'elle bégaye. Il y a la Révolution de 1789, il y a l'Empire, il y a la Restauration, il y a la Révolution de 1830, il y a donc la monarchie de Juillet, la Révolution de 1848 avec la Deuxième République, puis il y a le Second Empire, puis la Troisième République, la Quatrième, la Cinquième, ainsi de suite. En fait, ce n'est pas un problème institutionnel, c'est un problème religieux. En fait, la République est un régime qui cherche sa religion et qui ne la trouve pas. C'est pour ça qu'il y a son âme. Exactement, il y a une instabilité chronique. Mais ces gens-là qui sont portés par l'hybris ne veulent pas renoncer au projet républicain et cherchent à le régénérer. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut parler en fait de républicanisme messianique, puisque la révolution est un processus qui, je l'explique dans mon ouvrage, qui n'atteint son apogée qu'avec les temps messianiques eux-mêmes. Vous voyez, Alors, les temps messianiques, Youssef, c'est l'arrivée du Messie, ou plutôt c'est l'assomption de la paix, de la fraternité sur la terre, en fait, la disparition des frontières et le retour à l'Éden, primordial. Oui, en fait, le processus messianique est un processus global, général, qu'on ne peut pas résumer ni en une, ni en deux, ni en 10 phrases. C'est un bouleversement mondial complet à tous les niveaux. Économique, politique, religieux, bien sûr. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette religion de la République est porteuse de ce messianisme, ce que j'appelle un messianisme actif. Et Vincent Peillon est tout à fait conscient de cela, puisque il l'a dit d'ailleurs dans un temple du Grand Orient, il expliquait qu'il fallait régénérer la spiritualité de la République, puisque, comme je l'ai dit, il est conscient que la République est actuellement en crise. Il y a véritablement une crise de régime. La République titanique. Et en fait, les problèmes économiques, sociaux que l'on voit émerger de manière extrêmement grave ces dernières années, ces dernières décennies, ne sont en fait que la surface des choses. Le fond de l'histoire de l'humanité et de la République, puisqu'elle ne fait pas exception, est profondément religieux. Mais Vincent Peillon, ce qui est intéressant, c'est qu'il promeut cette religion de la laïcité pour les républicains, enfin pour les Français, pour les non-juifs, mais sans y adhérer lui-même personnellement. C'est ça qui est intéressant. Monsieur Peillon, par exemple, on sait, en 2009, a fêté la bar mitzvah de son fils Élie dans une synagogue. Il est monté à la Torah, il a mis les téphilines et ainsi de suite. Donc on peut conclure que Vincent Peillon est un juif, peut-être un juif religieux orthodoxe. Et on ne peut pas comprendre, alors là je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais ce que j'explique, c'est qu'on ne peut pas comprendre l'attitude
de Vincent Peillon, que ce soit en privé, en public, et sa position par rapport à la religion de la République, sans connaître cette histoire qui est l'histoire de la cabale franquiste et de l'assimilationnisme. L'assimilationnisme, qu'on appelle Askala, en allemand Aufklärung, c'est le mouvement émancipateur qui est né en Allemagne en 1780 et dont le père est Moses Mendelssohn, proche de milieux franquistes. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, on fait souvent une confusion, c'est qu'on pense que le franquisme, et même l'assimilationnisme, serait un mouvement massif, exclusif des communautés franquistes de conversion au catholicisme, alors qu'en réalité, il y a un double mouvement. Il y a des convertis au catholicisme, ce sont souvent les pauvres sortis des shtetl, et il y a les riches juifs franquistes qui, eux, ne se convertissent pas, mais ils s'assimilent, c'est-à-dire qu'ils adoptent en apparence la culture européenne. Et on peut mettre Vincent Peillon dans cette catégorie-là, d'assimilés, non convertis, qui prônent, comme le faisait Junius Frey, une mystique qui n'est pas une véritable religion pour les non-juifs, tout en restant fidèles à leur propre religion. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les hommes comme Peillon, qui parlent ouvertement, il y a des vidéos que chacun peut consulter, oui, et il y a les livres que aussi. La laïcité, les racines de la laïcité, c'est la Kabbale et l'illuminisme. Oui, il le dit. Oui, il le dit. Donc, ce n'est pas nous, ce n'est pas une invention. Alors, mais sauf qu'il ne l'étaye pas, c'est-à-dire que même dans son livre, il l'écrit, mais il n'en apporte pas les preuves. Et ce que je fais dans mon ouvrage, c'est que je retrace la Genèse, donc je montre, je prouve. S'il ne parle pas de Julius Frey, on voit bien que M. Peillon escamote, dissimule le véritable environnement, le soubassement de cette religion qui en fait se cache, avance masquée sous couvert de laïcité, voire d'athéisme. C'est ça qui est assez extraordinaire. D'ailleurs, Gustave Le Bon l'avait bien noté au moment de la séparation de l'État et des églises en 1905, que ceux qui étaient les plus acharnés à la tribune de l'Assemblée pour cette séparation étaient des gens qui étaient par ailleurs eux-mêmes des pratiquants, mais pas des pratiquants catholiques, bien entendu. Oui. Alors, ce qu'il faut renvoyer à Gustave Le Bon. Ce qu'il faut souligner, c'est que cette loi de 1905, donc de séparation des églises et de l'État, n'est pas la laïcité. Dans la loi de 1905, le mot laïcité n'apparaît pas. En fait, la loi de 1905 est une arme de la laïcité. La laïcité est une mystique, c'est une pseudo-religion, mais ce n'est en aucun cas la séparation des églises et de l'État. D'ailleurs, cette séparation des églises et de l'État a été faite donc en 1905, et celui qui était à la tête de la commission parlementaire, c'est Ferdinand Buisson. Et Ferdinand Buisson est un mystique d'origine protestante, mais il défend un néo-christianisme kabbalistique, élève d'Edgar Quinet. Edgar Quinet lui-même, au milieu du 19e siècle, faisait la promotion de cette séparation des églises et de l'État. D'ailleurs, Vincent Peillon l'a écrit, l'a dit et l'a redit. La stratégie en fait d'Edgar Quinet, c'était Edgar Quinet initié à la franc-maçonnerie en 1848 et qui lui-même faisait la promotion d'un illuminisme kabbalistique qui était hérité, donc il est l'héritier qui vient de Saint Martin, lui-même disciple de Martinez. Mais je ne vais pas entrer ici dans les détails, c'est dans mon ouvrage. Donc au milieu du 19e siècle, après la révolution de 1848 qui est un échec, Edgar Quinet a une stratégie. Chasser l'Église des écoles et même en fait du territoire français, c'est-à-dire de l'espace public, pour laisser la voie à ce néo-christianisme kabbalistique. Et en fait, Ferdinand Buisson, qui est un élève d'Edgar Quinet, va avec Jules Ferry, donc ils vont se partager le travail, accomplir ce programme, puisque Jules Ferry va s'occuper de chasser l'église de l'école, et Ferdinand Buisson va donc à la tête de l'école primaire. On est sous la Troisième République, bien avant 1905, donc on est dans les années 1880. Ferdinand Buisson va s'occuper de faire pénétrer cette nouvelle religion dans l'école.
Et l'école devient donc la nouvelle église. Bien les sûr. maîtres d'école deviennent les nouveaux prêtres de cette religion. D'où l'importance, si on ne comprend pas toujours les comportements erratiques de Madame Belkacem, en pensant qu'il est une des créatures de Monsieur Payon, que Madame Belkacem est simplement que l'enfer étant pavé de bonnes intentions, elle veut le bien des enfants, elle veut une société ouverte, métisser, brasser tout ce petit monde. Alors que Madame Belkacem se préoccupe davantage d'idéologiser les enfants que de leur apprendre à lire et à écrire, et que là, nous sommes peut-être à la dernière étape ou la dernière tentative pour imposer cette religion de la laïcité en se prenant à la base, dire chez les petits, les plus petits, d'où d'ailleurs le livre, l'importance du livre de Marion Sigaud que je citais tout à l'heure, mais je conclus là-dessus en disant, j'insiste sur le fait, je conclus provisoirement, que la greffe n'a pas prise, c'est-à-dire que cette religion de substitution, cette religion artificielle ne satisfait pas les besoins de mystique réelle, en tout cas de transcendance, on va dire de transcendance des hommes, pas seulement des Français, des Européens, mais de tous les hommes qui ont besoin d'une dimension sacrée dans leur existence, et que cela aussi peut être signe, et on le voit avec l'effondrement de la maison social-démocratique ou social-libérale en France, la faillite de l'utopie messianiste, qui est une négation de la réalité, une négation du réel, puisque l'on veut imposer quelque chose qui est en contradiction même avec les véritables lois de la nature. Exactement. Alors, ce que j'explique dans mon ouvrage, c'est que ils vont véritablement défendre, donc avec l'école de la Troisième République, un véritable messianisme actif. Je m'explique. Edgar Quinet voulait, et là c'est ce que fera Ferdinand Buisson à la tête de l'école primaire, il voulait, je le cite, faire des républicains, donc des enfants des écoliers, des messies, des Christ. C'est-à-dire que chaque écolier de la Troisième République, donc on est après Edgar Quinet, vont devenir pour chacun d'entre eux des sauveurs. Ils parlent véritablement de sauveurs. Et en fait, d'où vient cette idée-là ? Ça vient de... Alors là, j'explique, là, ça peut paraître déliant, mais j'en ai déjà parlé dans mon premier ouvrage. Ça vient de la Kabbale moderne, qui est en fait la Kabbale lourianique. L'idée qu'au départ, dans un premier temps, que le moteur de l'histoire est le peuple juif, le seul et unique moteur de l'histoire, c'est lui qui va permettre d'accéder au temps messianique. Mais là, j'y viens. En fait, dans mon livre, j'ai un sous-chapitre qui s'appelle la mystique du socialisme et un autre sous-chapitre qui s'appelle la mystique de la République. Et en fait, dans cette mystique, on va reprendre cette Kabbale lourianique, et dans le socialisme, c'est le prolétariat qui va devenir la classe messie. Là, je cite Georg Lukács qui parle en ces termes. Pour les socialistes, il y a un processus qui mène au temps messianique, donc l'abolition des classes, ainsi de suite, selon les variantes, parce qu'il y a les anarchistes comme Bakounine qui sont dans la lignée nihiliste de Jacob Frank. Et il y a, chez les républicains, exactement la même idée. Chez les socialistes, c'est la classe prolétarienne qui est le moteur de l'histoire, et chez les républicains, ce sont les écoliers, les futurs citoyens de la République qui vont être le moteur de l'histoire. C'est pour ça que j'ai dit précédemment que la République, la religion de la République, est un messianisme. Donc on a un messianisme qui va se diviser en différentes branches, qui va prendre des apparences en fait différentes, socialisme, républicanisme et autres, même, et plus tard libéralisme bien sûr, et qui vont en fait mener l'humanité vers c'est en messianique, mais par des voies diverses. Mais comme le disent les rabbins, lorsque ces coques, ces kélipotes, ces apparences socialistes, républicanisme, libéralisme et autres auront éclaté, il apparaîtra, donc ce messianisme apparaîtra tel qu'il est véritablement, c'est-à-dire un projet religieux en essence kabbalistique. La Jérusalem terrestre, le retour à l'Éden primordial, oui. Ce que je disais tout à l'heure. Oui. Sauf que, manque de chance, toutes ces utopies s'effondrent les unes après les autres. Oui.
un siècle après, que reste-t-il du communisme purement marxiste-léniniste, si ce n'est d'immenses cimetières sous la Lune qui sont enterrés. Aujourd'hui, la neige les a recouverts, mais perpétuellement, les hommes croient que demain, on peut avoir un revenu universel qu'on peut donner. J'entendais M. Cohen ce matin avec cet autre M. Cohen sur France Inter, c'était un dialogue de Cohen, parlant du revenu universel et d'ailleurs voulant abolir les héritages, l'héritage, qui est une chose honteuse puisque ça ne met pas les hommes à égalité. Sauf que la nature étant ce qu'elle est, les hommes recréent en permanence de la hiérarchie, des inégalités. On avait voulu, dans la Russie de Lénine, supprimer les chefs d'orchestre. Il n'y avait plus d'orchestre. Il a fallu très vite inventer des camarades patrons, remettre une hiérarchie des salaires. Donc là, le drame, c'est que périodiquement, l'utopie messianique entraîne l'humanité dans de mauvais parages, dans des mers des tempêtes terribles. À votre avis, les Paillons et consorts ont-ils une chance encore aujourd'hui avec leur chant des sirènes, de fasciner les foules Non, alors ce que j'explique dans mon livre, je fais un parallèle, donc en conclusion à la fin de mon livre, après la démonstration, je dis qu'en fait la République française risque de connaître le même sort que l'Union soviétique, c'est-à-dire que l'Union soviétique ne s'est pas effondrée seulement pour des questions matérielles, économiques, politiques, institutionnelles. L'Union soviétique s'est effondrée parce que les Russes et même les dirigeants soviétiques ne croyaient plus en cette idéologie. C'est-à-dire que si un régime politique veut tenir, en fait, il ne tient que sur les épaules de la foi des peuples et des dirigeants. À partir du moment où un peuple ne croit plus en la religion qui sous-tend le régime politique, mécaniquement, ce régime-là s'effondre. Et la République française, c'est pour ça qu'ils veulent, depuis une quinzaine d'années, faire une 6e république, c'est pour régénérer cette religion qui est en train de s'effondrer. Donc ce que je pense, c'est que la République française risque de connaître le même sort que l'Union soviétique. C'est mécanique. À un moindre niveau. Oui. Alors je rappelle, mais nous n'avons pas tout à fait terminé, je voudrais que vous nous disiez encore 2 ou 3 petites choses, que votre livre va être disponible d'ici quelques jours aux éditions Sigest. En présente, oui. On peut actuellement déjà le commander à prix réduit par avance, donc en souscription. Et que conclure, revenons à Monsieur Paillon. Est-il représentatif du Parti socialiste véritablement? Y a-t-il, à votre avis, des gens qui seraient abusés, justement, qui ne verraient pas les tenants et les aboutissants, ou qui ne voudraient pas les voir? Qu'est-ce que cette mauvaise soupe va donner, à votre avis? Au sein du Parti socialiste? Au sein du Parti socialiste, de la gauche en général, de la social-démocratie européenne qui est très puissante, puisque c'est elle qui est à Bruxelles. Nous avons des commissaires politiques, des commissaires qui sont des commissaires politiques dans cette Union soviétique qui ne dit pas son nom, qui est aujourd'hui l'Europe. Alors en fait, Vincent Paillon appartient à cette catégorie qu'on peut appeler les initiés. Donc c'est un religieux, fanatique, mais avec, une certaine... cachant bien son jeu. Voilà, en étant assez ambigu, puisqu'il a une foi qui ne correspond pas à la foi républicaine. Et donc lui, il est dans une sorte d'hybris, lui il est sien, c'est pour ça qu'il s'est rendu dans un temple maçonnique pour promouvoir la régénération de la spiritualité républicaine. Et il y a de l'autre côté des technocrates qui sont à la tête du Parti socialiste, mais des autres partis, et qui pilotent de manière, technocratique l'État français, mais qui ne sont pas du tout connaisseurs, ni même initiés à cette histoire très complexe, inconnue de la religion de la République. Maintenant, pour en venir à la République française et l'Union européenne, je parle dans l'introduction de mon ouvrage d'une crise générale en fait qui ne touche pas seulement la République mais aussi l'Union européenne. Il y a une crise des institutions. Pourquoi? Parce que les peuples européens ne croient pas
à ce projet qui est aussi une sorte de projet messianique qui est l'Union européenne. Ils ne croient pas à cet avatar qui est l'euro, ça ne fonctionne pas, ça ne prend pas. Donc il y a un rejet, tout comme il y a un rejet chronique de la République. C'est pour ça, je l'ai dit, je l'ai écrit, c'est pour ça qu'un homme comme Hubert Védrine, qui bénéficie d'une certaine crédibilité, une réputation de souverainiste démocrate, a publié un ouvrage en novembre dernier qui s'appelle Sauver l'Europe. Et en fait, ce qu'essaie de faire Hubert Védrine, certainement, après une commande des oligarques européens, il essaie de faire à l'échelle européenne ce qu'essaie de faire Vincent Peillon à l'échelle française. C'est-à-dire, il explique que les peuples, en effet, ne croient plus à cette Union européenne, ils ne croient plus à ce projet, donc nous devons modifier les institutions européennes, nous devons faire des institutions qui respectent la souveraineté des peuples et ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il propose ça? Il le propose pour éviter l'effondrement terminal de l'Union européenne. Donc on est toujours dans la même idée, c'est-à-dire sauver les murs du temple. Donc les gardiens du temple sont en train, à l'échelle française et à l'échelle européenne, essayer de sauver ces structures qui sont totalement artificielles et qui ne prennent pas ni sur l'histoire de France, ni sur l'histoire européenne. Lorsqu'on remonte à l'Empire romain, comme je l'ai fait dans mon premier chapitre de l'ouvrage, et qu'on voit comment se sont structurées les nations européennes et la nation française en particulier, on voit qu'il y a une permanence historique, et je dirais même anthropologique, qui fait que les peuples européens ne peuvent absolument pas adhérer à ces créations artificielles qui, lorsqu'on creuse, ne sont absolument pas ni européennes, ni françaises, ni même catholiques, qui, je rappelle, est la religion historique de l'Europe. Je me donne le mot de conclusion, mais vous pourrez ajouter quelque chose. Comme ça ne marche pas au niveau européen, que nos utopistes messianiques ont en grande partie perdu la partie, ils le savent, ils le sentent bien. Ils essayent de porter leur révolution au niveau européen, voire au niveau mondial, ça s'appelle la gouvernance mondiale. Tous les Wall Street, Manhattan a toujours fait très bon ménage avec les révolutionnaires bolcheviques. Ils étaient véritablement cul et chemise. D'ailleurs, à l'aube de ce 100e anniversaire, il faut rappeler que les bolcheviks ne voulaient pas la révolution en Russie, ça ne les intéressait pas. La Russie n'était que le tremplin pour une révolution mondiale. C'est Staline qui a modifié un peu la donne, mais la révolution mondiale a poursuivi son chemin de façon moins active ou plus discrète, à travers notamment la guerre froide. Donc il faut bien penser ça, que aujourd'hui, ces gens savent que le sol se dérobe sous leurs pieds, sous leurs pas, mais que comme ils ont échoué, au lieu de revenir en arrière et de revoir leur système, ils veulent surenchérir, on en fait toujours et toujours plus. Donc, afin de ne pas mourir idiot, je recommande qu'on se précipite sur votre livre, cher Youssef, qu'on ouvre un peu les yeux, parce que si on ne comprend pas les racines pourries de notre société, on aura du mal, même si d'instinct ou d'intuition, on sent bien que les programmes scolaires de Madame Belkacem sont vraiment détestables. On ne comprend pas quels sont les mécanismes réels de la machine infernale. Le dernier mot vous appartient, Youssef. Alors, j'insiste là-dessus, on ne peut absolument pas comprendre l'histoire du régime républicain, même des régimes en général, sur la longue durée, sans en saisir le sens religieux. L'histoire est d'abord une histoire religieuse, et si on veut être conséquent, si les héritiers des contre-révolutionnaires veulent être conséquents, ils doivent mener un combat à son véritable niveau, qui n'est pas le niveau de la politique et de la politique socio-économique, il est au niveau religieux, puisque ceux qui sont en face, les initiés, portent ce combat-là véritablement, en première instance, au niveau religieux. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut porter le combat, puisqu'il faut comprendre une chose, les anti-républicains sont tombés dans un piège majeur, puisque les républicains
veulent interdire à leurs opposants de mêler religion et politique. En fait, c'est pour désarmer leurs ennemis, puisque la distinction, ils ne la font pas eux-mêmes. Et avoir le monopole. Bien sûr, ils savent que pour soutenir un régime, il faut une religion, et pour empêcher leurs adversaires d'être conséquents dans la critique, mais aussi dans la construction d'une alternative, ils les empêchent de lier les deux, donc le religieux et le politique, le spirituel et le temporel, pour les maintenir dans leur état depuis plus d'un siècle, qui est l'inconséquence politique. Ça s'appelle du terrorisme intellectuel, culturel et même spirituel. Après cette première présentation, mais nous reviendrons sur ce sujet, parce que je pense que nous avons beaucoup à dire sur la déification de la République et sur la République universelle. Merci Youssef Indy, merci à vous. À toutes et à tous, et on se dit à très bientôt. À bientôt.